Un matin de mars 2026, le monde reçut un coup qu'il n'avait jamais vraiment anticipé. Pas parce que les signes manquaient, pas parce que le temps n'avait pas fait son œuvre, mais parce que certaines figures humaines semblent exister en dehors des lois ordinaires de la mortalité. Chuck Norris était de celle-là. L'homme qui avait consacré 6 décennies à incarner l'invincibilité venait de succomber au seul adversaire qu'aucune technique de combat ne peut neutraliser. Il avait 86 ans. Il s'éteignit entouré des siens, en paix, sur une île d'Hawaï. Ce même corps forgé à la discipline absolue, celui qui avait affronté Bruce Lee, entraîné Steve McQueen et symbolisé pour toute une génération l'idée même de la robustesse américaine, s'immobilisa silencieusement. En quelques heures, les hommages déferlèrent. Sylvester Stallone prit la parole avec des mots courts et lourds de respect. Jean-Claude Van Damme évoqua une amitié qui précédait de loin les plateaux de tournage. Dolph Lundgren, qui avait grandi en regardant Chuck comme un idéal, l'appela simplement le champion. Arnold Schwarzenegger, Priscilla Presley, la famille même de Bruce Lee. Des voix venues de toutes les décennies convergeaient dans un chœur de deuil qui balaya Hollywood jusqu'au Texas, de l'Oklahoma jusqu'à l'âme. Mais ce récit dépasse la mort d'une icône. C'est l'histoire d'un enfant né dans le dénuement de l'Oklahoma rural qui devint l'artiste martial le plus redouté de la planète. Un homme discret qui surpassa tous ceux qui lui fermèrent les portes. Un croyant dont la foi n'était pas une posture mais une colonne vertébrale. Un mari, un père, un bâtisseur qui consacra autant d'énergie à élever des jeunes en difficulté qu'à sculpter sa légende sur les écrans. Les mèmes firent rire le monde. Les films firent acclamer les foules. Mais l'homme derrière tout ça, Carlos Reynoris, était quelque chose de bien plus rare, il était réel. Abonne-toi, laisse un commentaire et suis cette histoire jusqu'au bout. Il existe une ville dans le sud de l'Oklahoma qui s'appelle Ryan. Quelques centaines d'habitants, des chemins de terre et ce genre de silence qui s'installe dans les os d'un enfant et ne le quitte plus jamais vraiment. C'est là que le 10 mars 1940, Carlos Reynoris vint au monde, non pas dans le confort, non pas dans le privilège, mais sous le poids discret d'une famille déjà courbée par la survie. Son père, Ray Norris, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale rentré du front avec des blessures que personne ne pouvait voir. Mécanicien, chauffeur de bus, conducteur de camion, un homme qui dérivait d'un emploi à l'autre comme d'autres, dérive de bouteille en bouteille. L'alcool était son ombre et cette ombre envahissait chaque pièce, chaque dispute, chaque absence qui laissait la famille suspendue dans l'incertitude. Sa mère, Wilma, était tout le contraire. Une femme de fer, profondément croyante, du genre de celles qui empêchent une famille de se dissoudre par la seule force de leur dévotion. Elle tenait tout ensemble avec ses mains pendant que son mari s'enfonçait. Carlos était l'aîné de 3 frères. Willand et Aaron le regardaient comme les cadets regardent l'aîné, avec cette attente tacite que celui qui est venu le premier saura trouver le chemin. Mais il n'existait pas de carte pour la vie qu'il menait, seulement l'endurance. Quand ses parents divorcèrent, la famille se fractura. Wilma rassembla ses fils et déménagea d'abord à Prairie Village au Kansas, puis finalement à Torrance en Californie, portant la promesse silencieuse d'un nouveau départ sur la côte ouest. Carlos était adolescent à cette époque, timide, effacé, le genre de garçon qui disparaît dans le fond d'une salle de classe et qu'on ne ramène jamais au premier plan. Il ne se distinguait pas, il n'était ni la voix la plus forte, ni le visage le plus remarqué, ni la présence la plus assurée. Il était, de son propre aveu plus tard, un garçon qui se sentait invisible. Ce qu'il portait cependant n'était pas de la faiblesse, c'était de la patience, de la discipline en gestation, des qualités qui n'avaient pas encore trouvé leur expression, mais qui se construisaient silencieusement sous la surface en attendant l'étincelle. En 1958, à 18 ans, Carlos Ray Norris s'engagea dans l'armée de l'air américaine. Ce n'était pas un choix dramatique. C'était le choix pragmatique d'un jeune homme d'origine modeste qui cherchait une direction et la trouva dans le service militaire. Il fut affecté à la base aérienne d'Osan en Corée du Sud comme policier de l'air et c'est là, à l'autre bout du monde, que sa vie bascula. La Corée lui donna d'abord un nom. Ses camarades commencèrent à l'appeler Chuck, un surnom qui survivrait à chaque film, chaque titre de champion, chaque saison de télévision à venir. Mais surtout, la Corée lui offrit quelque chose d'infiniment plus transformateur qu'un surnom. Elle lui offrit le Tang Soo Do.
Il découvrit cet art martial coréen presque par accident, en observant des locaux s'entraîner avec une précision et une concentration qui le clouèrent sur place. Il y avait dans cette discipline quelque chose qui résonnait profondément en lui. La quiétude avant le mouvement. La philosophie enfouie sous la technique. Quelque chose qui toucha ce garçon silencieux de l'Oklahoma à un endroit que rien d'autre n'avait jamais atteint. Il commença à s'entraîner avec une intensité qui surprit ses propres instructeurs. Des heures, des jours, une application totale. Quand il fut démobilisé en 1962 avec le grade d'aviateur de première classe, Chuck Norris n'était plus invisible. Il avait trouvé la chose qui lui donnait pour la première fois le sentiment d'être entièrement présent au monde. De retour en Californie, il ouvrit une école d'arts martiaux à Torrance. Un début modeste, un petit espace, une clientèle restreinte, un homme enseignant ce qu'il avait appris dans un pays que la plupart de ses voisins ne savaient pas situé sur une carte. Il participa à des tournois, perdit ses premiers combats contre des adversaires comme Joe Louis et Bob Barber, absorba les défaites avec ce sang-froid qui définirait plus tard sa présence à l'écran. Il ne se rebellait pas contre ses défaites. Il les étudiait, les décortiquait, puis retournait s'entraîner. En 1967, il avait remporté le circuit de tournoi de karaté en battant 7 adversaires consécutifs pour décrocher son premier titre majeur. De 1968 à 1974, il détint le championnat du monde professionnel de karaté poids moyen pendant 6 années consécutives sans défaite. Une domination si totale qu'elle ressemblait moins à un palmarès sportif qu'à une affirmation d'identité. En chemin, son école attira un cercle remarquable d'élèves. Steve McQueen, Priscilla Presley, les Osmond, Bob Barker, qui porteraient fièrement pendant des années les bleus laissés par les séances d'entraînement de Chuck comme un insigne d'honneur. Ce n'étaient non pas de simples célébrités inscrites dans un registre. C'était le témoignage vivant que Chuck Norris était authentique. Non pas un interprète des arts martiaux, mais un praticien dans le sens le plus profond du terme. Il n'était pas venu de l'argent. Il n'était pas venu des relations, ni d'un nom qui ouvre des portes. Il venait de Ryan, Oklahoma, et d'un sens de la direction emprunté à une base militaire en Corée. La prochaine porte à s'ouvrir ne serait pas un dojo, ce serait un plateau de tournage. Et derrière elle se tiendrait un homme nommé Bruce Lee. Il existe des rencontres qui changent la trajectoire d'une vie. Et puis, il existe des rencontres qui changent la trajectoire d'un genre tout entier. La première fois que Chuck Norris et Bruce Lee se retrouvèrent dans la même pièce, ils reconnurent l'un chez l'autre quelque chose que la plupart des gens autour d'eux ne pouvaient pas percevoir. Pas de rivalité, pas de compétition, une fraternité, 2 hommes qui s'étaient donnés si complètement à la discipline des arts martiaux que l'art était devenu inséparable de la personne. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble au milieu des années 1960, combattant avec une intensité et un respect mutuel qui définiraient leur amitié jusqu'à la mort de Lee. En 1973, dans un monde rempli de gens qui pratiquaient les arts martiaux pour les spectateurs, ces 2 hommes les vivaient. Ce fut Bruce Lee qui amena Chuck sur un plateau pour la première fois. En 1972, Lee invita son ami et partenaire d'entraînement à incarner le principal antagoniste dans La Fureur du Dragon. Un face-à-face dans un colisée romain entre 2 combattants au sommet absolu de leur capacité physique. La scène est encore étudiée aujourd'hui. 2 corps en mouvement avec une précision et une authenticité qu'aucun trucage de caméra ne pouvait produire, parce qu'aucun n'était nécessaire. Chuck Norris perdit ce combat à l'écran. Le film de Bruce Lee l'exigeait, mais Chuck Norris gagna quelque chose de bien plus précieux en dehors. Le monde avait désormais vu son visage, ses mouvements, sa présence. Et une personne dans le public avait vu quelque chose d'autre entièrement. Steve McQueen, acteur, icône et l'un des élèves d'arts martiaux les plus assidus de Chuck, prit son instructeur à part après l'avoir vu à l'écran. Il lui dit que s'il appliquait à la comédie la même discipline qu'il avait consacrée aux arts martiaux, il aurait peut-être une vraie chance. McQueen n'était pas un homme qui flattait. C'était l'évaluation lucide d'un professionnel à un autre. Chuck l'a pris au sérieux. Il s'inscrit à des cours de comédie et aborda cet art avec la même dévotion méthodique qu'il avait apportée au Tang Soo Do. En 1977, il décrocha le rôle principal dans Breaker Breaker, un film d'action à petit budget tourné en 11 jours sur un chauffeur de camion à la recherche de son frère disparu dans une ville corrompue.
Le film fit de l'argent et Hollywood, qui observait à distance prudente, commença à prêter attention. Good Guys Wear Black suivit en 1978 et devint un vrai succès. Puis vinrent A Force of One, L'Octogone, Un Oil pour un Oil et Lone Wolf McQuade en 1983, qui établit définitivement le modèle que Chuck Norris porterait tout au long de la décennie. Le guerrier solitaire, l'homme de peu de mots et d'actions dévastatrices. La figure qui n'avait besoin ni d'une équipe, ni d'un plan, ni d'un discours, seulement d'une cause valant la peine d'être défendue. Mais ce fut le partenariat avec Cannon Films qui transforma Chuck Norris d'un succès commercial en une institution culturelle. Cannon Films, dirigé par les producteurs infatigables Menahem Golan et Yoram Globus, avait une compréhension simple et brillante de leur public. Ils savaient qu'une portion significative des spectateurs américains du début des années 1980 était assoiffée de quelque chose de précis. Des histoires de force, de détermination, de victoire américaine dans un monde qui venait d'infliger au pays certains de ses chapitres les plus douloureux, le Vietnam. La crise des otages en Iran, une identité nationale meurtrie en quête de réconfort. Chuck Norris devint ce réconfort. Missing in Action arriva en 1984 et toucha une corde si profonde qu'il devint un phénomène. Le colonel James Braddock, seul contre tous, prisonnier de guerre refusant d'abandonner ses hommes. Ce n'était pas seulement un personnage, c'était un fantasme de rédemption nationale. Le film draina des audiences immenses qui acclamaient non seulement Braddock, mais quelque chose de plus grand, l'idée que l'histoire n'était pas terminée. Que le bon camp, avec assez de conviction, pouvait réécrire une fin que le réel avait laissée inachevée. Les suites suivirent. Code of Silence en 1985, sans doute le film le plus accompli de sa carrière, un thriller policier à Chicago qui obtint un respect critique réel en plus de son succès commercial. Puis Delta Force en 1986, avec Lee Marvin qui porta le personnage d'écran de Chuck dans le monde du contre-terrorisme avec une ampleur et un budget à la mesure de sa stature croissante. Entre 1984 et 1988, Chuck Norris apparut dans 8 films pour Cannon. 8 films en 4 ans. Un rythme implacable, une production extraordinaire, une empreinte culturelle immense. Ces films rapportèrent collectivement plus de 500 millions de dollars dans le monde entier. Un chiffre qui le plaçait non seulement parmi les stars d'action de son époque, mais parmi les interprètes commercialement les plus fiables d'Hollywood, tous genres confondus. Pourtant, ce qui distinguait Chuck Norris de tous les autres, c'était quelque chose qu'aucune stratégie marketing ne pouvait fabriquer. L'authenticité. Quand Chuck Norris se battait à l'écran, le public savait que c'était réel. Non pas dans le sens où les balles étaient réelles, mais dans le sens où l'homme qui lançait ses coups de pied s'était entraîné des milliers d'heures, avait concouru au plus haut niveau, avait affronté les meilleurs artistes martiaux de sa génération et avait tenu bon. Sa légende à l'écran reposait sur un fondement de réalisation authentique. Et ce fondement la rendait inébranlable. Arnold Schwarzenegger avait le spectacle. Bruce Willis avait le mordant. Steven Seagal avait la technique. Mais Chuck Norris avait la crédibilité. Cette crédibilité silencieuse, sérieuse, profondément américaine d'un homme qui avait tout mérité sur le tatami, dans le dojo et à l'écran. Au début des années 1990, l'ère Cannon Films prit fin. Le studio s'effondra sous le poids de sa propre ambition et le paysage du cinéma d'action hollywoodien se transforma sous les pieds même des hommes qui l'avaient défini. Schwarzenegger pivota vers l'autoparodie et la comédie. Willis s'enfonça davantage dans les franchises. Et Chuck Norris, qui n'avait jamais été à l'aise avec le bruit de la célébrité de toute façon, prit une décision qui surprit presque tout le monde dans l'industrie. Il alla au Texas, non pas pour prendre sa retraite, non pas pour disparaître, mais pour construire quelque chose de différent, une série télévisée ancrée dans les valeurs qu'il avait portées toute sa vie. Walker, Texas Ranger, fit ses débuts en 1993 sur CBS, et ce qui commença comme un pari modeste devint l'une des séries d'action les plus longues et les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. Pendant 8 saisons et 200 épisodes, Walker débarquait dans les salons américains chaque samedi soir et s'y installait comme un ami de confiance.
La série n'était pas de la télévision sophistiquée selon les critiques. Elle ne jouait pas sur l'ambiguïté morale ou la complexité narrative. Ce qu'elle offrait à la place était bien plus simple et, pour son public, bien plus précieux. De la clarté. Le bien et le mal étaient distinguables, la justice était atteignable et l'homme qui la poursuivait était quelqu'un en qui on pouvait croire entièrement. Pour les dizaines de millions de spectateurs qui faisaient de Walker un rituel hebdomadaire, Chuck Norris ne jouait pas un personnage. Il en confirmait un, la force tranquille, l'éthique inébranlable, la volonté d'agir là où d'autres hésitent. Ses partenaires et son équipe le décrivaient systématiquement dans les mêmes termes. Humble, professionnel, bienveillant, sans la moindre prétention. Judson Mills, qui incarnait son partenaire Francis Gage dans la série, dirait plus tard que Chuck était l'un de ces rares individus qui correspondait exactement à l'icône qu'on avait fait de lui. Calme, humble, gentil, sage et doux. Un géant parmi les hommes qui, d'une certaine façon, vous mettait toujours parfaitement à l'aise. Ces mots ne venaient pas d'un discours préparé. Ils venaient de la mémoire d'années passées à ses côtés sur le plateau, à observer qui il était quand les caméras s'arrêtèrent de tourner. Mais Chuck Norris construisait bien plus qu'un héritage télévisuel pendant ces années. Il construisait quelque chose qui survivrait à n'importe quel générique de film dans son palmarès. En 1990, il fonda Kickstart Kids, une organisation à but non lucratif dédiée à l'introduction de la formation aux arts martiaux dans les collèges et lycées du Texas, ciblant les jeunes à risque dans des communautés où l'encadrement était rare et le danger omniprésent. La philosophie qui animait cette initiative était la même qu'il avait découverte en Corée du Sud des décennies plus tôt. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. Offrir à un jeune une pratique qui exige toute son attention, tout son effort, tout son engagement, c'est lui donner l'architecture intérieure pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Au moment de sa mort, Kickstart Kids avait touché des dizaines de milliers d'enfants à travers tout l'État du Texas, sans caméra, sans campagne promotionnelle, juste Chuck Norris faisant silencieusement ce en quoi il croyait, de la même façon qu'il avait toujours fait les choses. Sa foi traversait tout cela. Chuck Norris était un chrétien engagé et il en parlait sans embarras ni mise en scène. Il écrivit des livres à ce sujet, il l'intégra dans les valeurs qu'il défendait publiquement et en privé. Ce n'était pas un costume endossé pour séduire un public conservateur. Ce n'était pas une marque déployée à des fins politiques. C'était le fondement de la façon dont il comprenait sa propre vie, la pauvreté dans laquelle il était né, la discipline qu'il avait trouvée, le succès qui lui avait été accordé, et la responsabilité qui en découlait. Et puis Internet le trouva. En 2005, une série de blagues commença à circuler en ligne sous le titre collectif de Chuck Norris Facts. La prémisse était simple et irrésistible. Des affirmations hyperboliquement exagérées sur sa robustesse, délivrées avec un visage impassible et une absurdité croissante. Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre vers le bas. Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini 2 fois. La mort a un jour vécu une expérience proche de Chuck Norris. Le phénomène balaya l'Internet naissant à une vitesse qui surprit tout le monde, y compris Chuck lui-même. Ce qui avait commencé comme de l'humour de résidence universitaire devint un langage mondial de mythologie affectueuse. Les blagues n'étaient pas méchantes. Elles n'étaient pas cruelles. Elles étaient, à leur façon singulière, un hommage. La reconnaissance instinctive que cet homme particulier était devenu quelque chose au-delà de la célébrité. Il était devenu un symbole. La robustesse portée à un tel degré d'absolu qu'elle bouclait la boucle pour devenir de la comédie. Chuck l'adopta. Il apparut dans des émissions de talk-show pour lire les blagues à voix haute avec un visage parfaitement impassible et un regard pétillant. Il obtint une licence sur le phénomène, l'intégra dans ses apparitions publiques et démontra ce faisant une conscience de soi que l'image du héros d'action au visage de marbre n'avait jamais vraiment laissé anticiper. L'homme pouvait rire de lui-même, profondément, sincèrement, sans avoir besoin de protéger la légende des rires. Ce que ces mêmes accomplirent finalement, ce qu'aucune campagne marketing de studio n'aurait pu concevoir, fut de présenter Chuck Norris à une toute nouvelle génération. Des adolescents qui n'avaient jamais vu Missing in Action partagèrent ses blagues. Des étudiants nés après la fin de Walker connaissaient son nom comme une référence instinctive à l'invincibilité. La légende, au lieu de s'effacer avec le temps, avait été rafraîchie, préservée numériquement, rendue permanente.
Il n'avait pas couru après l'immortalité. Il avait simplement vécu d'une façon qui la rendait inévitable. Il existe un courage particulier qui n'a rien à voir avec les coups de pied circulaires ou les exploits héroïques sur un champ de bataille. Il est plus silencieux que ça, moins visible. C'est le courage d'un homme qui regarde les êtres qu'il aime le plus commencer à disparaître un par un et qui choisit de rester pleinement présent à travers chaque adieu. Chuck Norris connut ce courage intimement dans ses dernières années. Mais avant que les pertes n'arrivent, il y eut un dernier moment de tonnerre. En 2012, Sylvester Stallone l'appela avec une invitation qui ressemblait moins à une proposition de film qu'à la convocation d'une génération entière. Les Expendables 2 rassemblaient la concentration la plus remarquable de légendes du cinéma d'action jamais réunies sur un seul écran. Stallone, Schwarzenegger, Willis, Statham, Jet Li. Et maintenant, après 7 ans d'absence de l'écran, Chuck Norris. Il avait été largement absent d'Hollywood depuis la fin des années 1990, concentré sur son ranch au Texas, sa fondation, sa foi et sa famille. L'industrie était passée à autre chose sans lui, comme les industries le font toujours. Mais Stallone comprenait quelque chose que l'industrie oublie parfois, que certaines figures ne s'amassent pas avec l'absence. Elles accumulent de la gravité. Chuck arriva sur le plateau des Expendables 2 et la dynamique changea immédiatement. Des membres du casting qui avaient grandi en le regardant décrivirent la sensation de se tenir à ses côtés comme étonnamment saisissante, non pas parce qu'il exigeait la révérence, mais parce qu'il irradiait une sorte d'autorité paisible qu'aucun succès au box-office ne peut fabriquer. Il était simplement l'homme qu'ils avaient toujours cru qu'il était. Sa scène dans le film devint l'un de ses moments les plus célébrés. Entrant seul, neutralisant des ennemis avec une efficacité calme, délivrant une réplique qui faisait un clin d'œil à sa propre légende. C'était Chuck Norris dans sa pleine conscience de lui-même. Le public rugit, les mêmes suivirent, et pendant un bref et lumineux instant, chaque décennie de sa carrière s'effondra en une seule scène de reconnaissance pure et joyeuse. Il retourna au Texas après le film. À la vie qu'il avait construite avec sa femme Jenna O'Kelly, qu'il avait épousée en 1998 et qui était devenue, selon tous ceux qui le connaissaient, le véritable centre de son monde. Jenna n'était pas une figure hollywoodienne. C'était une ancienne mannequin devenue partenaire dévouée, mère de ses jumeaux Danny Lee et Dakota, et la personne qui le comprenait de la façon dont seul quelqu'un ayant vécu aux côtés d'un homme pendant des décennies de vie tranquille peut le faire. Quand Jenna tomba gravement malade, Chuck Norris fit ce qu'il avait toujours fait quand quelque chose comptait vraiment. Il arrêta tout le reste et se consacra entièrement à elle. Il devint son principal défenseur, son protecteur le plus acharné, réduisant ses apparitions publiques à presque zéro et redirigeant toute la force de son attention vers son rétablissement. L'homme qui avait passé une carrière à incarner des héros indestructibles démontrait alors à quoi ressemble la vraie force. Non pas devant des caméras, mais dans des couloirs d'hôpital, dans des chambres silencieuses, dans l'acte peu glamour et irremplaçable de simplement rester. Puis les pertes arrivèrent sous une autre forme. En 2024, sa mère Wilma s'éteignit. C'était la femme qui avait maintenu la famille rassemblée à travers la pauvreté, le divorce et les déménagements. Cette présence au caractère de fer, profondément croyante, qui avait transmis à Chuck la résilience qu'il porta toute sa vie. Elle avait 103 ans, le départ n'était pas inattendu. Mais le chagrin était réel et complet. Chuck avait parlé de sa mère avec une déférence constante tout au long de son existence. Elle était, dans le sens le plus profond, la première personne qui avait jamais cru en lui. En décembre de la même année, un autre adieu. Diane Holeshek, la première femme de Chuck, son amour de lycée à Torrance en Californie, la mère de ses fils Mike et Eric, s'éteignit après une longue bataille contre la démence. Chuck et Diane s'étaient redémariés, jeunes, lui à 18 ans, elle à 17, juste au moment où il entrait dans l'armée de l'air. Leur union avait finalement pris fin. Mais le lien entre eux, en tant que coparents, en tant que personnes qui s'étaient connues depuis le tout commencement, ne s'était jamais entièrement dissous. Sa mort ferma un chapitre qui remontait jusqu'au garçon de l'Oklahoma, qui n'avait pas encore trouvé sa direction. Le 10 mars 2026, Chuck Norris fêta ses 86 ans. Il marqua l'occasion de la façon dont il avait toujours marqué les étapes. Non pas par la cérémonie ou le spectacle, mais par l'action. Une vidéo apparut ce jour-là sur ses réseaux sociaux.
le montrant en train de s'entraîner avec un partenaire à Hawaï, se déplaçant avec une précision et une énergie qui défiaient toute expectative de ce que 86 ans est censé représenter. Il sourit ensuite à la caméra et délivra la légende avec le timing d'un homme qui avait perfectionné la blague pendant des décennies. « Je ne vieillis pas », écrivit-il, « je monte de niveau. » 9 jours plus tard, il était parti. Le matin de mars 2026, Chuck Norris subit une urgence médicale à Kauai, Hawaï. Il fut hospitalisé et, selon des sources proches de lui, dans ses premières heures, il était alerte, calme et de bonne humeur, plaisantant avec ceux qui l'entouraient, ne montrant aucun signe que la fin était proche. Le lendemain matin, sa famille confirma ce que le monde ne pouvait pas vraiment croire. La déclaration publiée sur son compte Instagram était simple, directe et déchirante, de la façon dont seuls les mots les plus simples savent l'être. C'est avec un cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris. Il était entouré de sa famille et était en paix. Pour le monde, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et grand-père aimant, un frère incroyable. Et le cœur de notre famille. Le cœur de notre famille. Non pas la légende, non pas l'icône, non pas le champion ou le Texas Ranger ou l'homme qui avait vaincu chaque adversaire que le cinéma pouvait inventer. Le cœur de la famille. C'est ce qu'ils choisirent de dire en premier. Et dans ce choix, ils dirent au monde tout ce qu'il avait besoin de savoir sur qui Chuck Norris était réellement, sous chaque titre que le monde lui avait décerné. Il s'entraînait 9 jours avant sa mort. Il plaisantait devant une caméra. Il vivait pleinement, physiquement, fidèlement, jusqu'au moment où il ne le fit plus. Certains hommes ralentissent et attendent encore la fin. Chuck Norris la rencontra à mi-chemin. Quand une légende disparaît, le monde parle. Mais quand une légende qui a passé toute sa vie à être véritablement, silencieusement, inhabituellement décente s'en va, les mots qui suivent ont un poids différent. Ce ne sont pas les déclarations soignées de publicitaires gérant un récit. Ce sont les réponses non filtrées de personnes qui le connaissaient vraiment, qui s'étaient entraînées à ses côtés, qui avaient combattu avec lui à l'écran et qui savaient de leur proximité de quoi l'homme derrière le mythe était réellement fait. Le 20 mars 2026, ces mots commencèrent à arriver et ils ne s'arrêtèrent pas. Sylvester Stallone fut le premier de sa génération à prendre la parole. L'homme qui avait construit la franchise Expendable spécifiquement pour réunir les titans du cinéma d'action, qui avait personnellement appelé Chuck pour lui demander de revenir à l'écran en 2012, publia sur Instagram une photographie des deux ensemble sur le plateau. Deux hommes dans la fleur de l'âge côte à côte, le genre d'image qui efface le temps. Les mots étaient brefs. Ils ne cherchaient ni la poésie ni la grandeur. Ils disaient exactement ce qui devait être dit dans la voix d'un homme qui signifiait chaque syllabe. J'ai passé un très bon moment à travailler avec Chuck. Il était tout américain à tous les égards, un grand homme, et mes condoléances à sa merveilleuse famille. Tout américain à tous les égards. Venant de Stallone, un homme qui avait consacré 5 décennies à incarner le héros américain à l'écran, cette formule n'était pas un cliché. C'était un verdict précis et personnel. La reconnaissance d'un artisan à un autre que Chuck Norris n'avait pas simplement joué une version de l'Amérique, il en avait vécu une. Le témoignage de Jean-Claude Van Damme arriva avec la tendresse particulière d'un homme qui avait connu Chuck non pas comme partenaire de tournage ou comme concurrent, mais comme ami depuis les débuts. Van Damme, le combattant belge qui avait bâti sa propre légende hollywoodienne sur la vitesse, la souplesse et une grâce physique presque surnaturelle, avait croisé Chuck bien avant qu'ils ne partagent un cadre dans Les Expendables 2. Leur monde était petit en ces premières années. Les artistes martiaux sérieux qui trouvaient leur chemin vers Hollywood formaient une communauté soudée par le respect mutuel et la discipline partagée. Chuck avait été une présence dans cette communauté bien avant que Van Damme n'y arrive. Une référence. Une preuve de ce qui était possible. Sur Instagram, Van Damme écrivit avec le cœur ouvert et la garde complètement baissée. Mes plus sincères condoléances pour le décès de mon ami Chuck Norris. Nous nous connaissions depuis mes débuts et j'ai toujours respecté l'homme qu'il était. Mon cœur et mes prières sont avec sa famille. Il ne sera jamais oublié. 4 mots qui, dans tout autre contexte, pourraient sonner comme une formalité. Mais venant de Van Damme, qui avait regardé Chuck Norris définir l'industrie dans laquelle il avait lui-même passé sa vie à naviguer,
il sonnait comme une promesse. Dolph Lundgren avait idolâtré Chuck Norris avant même de l'avoir jamais rencontré. L'acteur et artiste martial suédois, homme d'un don physique extraordinaire et d'une réussite académique authentique, titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste, avait grandi en regardant Chuck de la façon dont un jeune combattant regarde quelqu'un qui a déjà gravi la montagne qu'il essaie encore de trouver. Chuck représentait quelque chose de précis pour Lundgren. La preuve que la maîtrise des arts martiaux et la présence à l'écran pouvaient coexister sans compromis. Qu'il n'était pas nécessaire de choisir entre être réel et être regardable. Quand ils partagèrent finalement l'écran dans Les Expendables 2, quelque chose s'accomplit pour Lundgren qu'il n'avait peut-être pas entièrement articulé jusqu'au moment où Chuck ne fut plus là. Son hommage fut le plus long des trois et le plus personnel. Chuck Norris est le champion. Depuis que j'étais un jeune artiste martial et plus tard en me lançant dans le cinéma, j'ai toujours regardé vers lui comme un modèle, quelqu'un qui avait le respect, l'humilité et la force qu'il faut pour être un homme. Tu vas nous manquer, mon ami. Respect, humilité, force. 3 mots. 3 qualités que Dolph Lundgren avait regardé Chuck Norris incarner pendant des décennies. Non pas dans des communiqués de presse ou des discours d'acceptation, mais dans la façon dont il se comportait dans des salles où personne ne filmait. Arnold Schwarzenegger, qui avait existé en parallèle avec Chuck sur le paysage du cinéma d'action américain pendant plus de 40 ans, se tourna vers la plateforme où tant de la légende de Chuck avait été réincarnée et écrivit avec la franchise d'un homme qui comprend que certaines pertes requièrent un langage simple. Chuck était une icône. Je suis reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui de multiples façons au fil des années, de la promotion du fitness au partage de l'écran. Il était un dur à cuire dans la vraie vie et à Hollywood. Sa légende sera avec nous pour toujours. Mes pensées sont avec sa famille. Un dur à cuire dans la vraie vie et à Hollywood. Venant de Schwarzenegger, cette distinction comptait. Parce qu'Arnold savait, comme peu de gens pouvaient le savoir, la différence entre performer la dureté et la posséder réellement. Chuck la possédait. Du tatami en Corée du Sud au plateau de tournage de Canon Films jusqu'au ranch au Texas où il s'entraîna jusqu'à ses 80 ans, la dureté n'avait jamais été un costume. Priscilla Presley, qui s'était assise dans le dojo de Chuck à Torrance au début des années 1970, apprenant de lui en tant que jeune femme naviguant sa vie aux côtés de l'un des hommes les plus célèbres de la planète, écrivit avec la simplicité d'un deuil authentique. Je suis tellement triste d'apprendre que mon instructeur de karaté et ami Chuck Norris est décédé. Il me manquera pour toujours, mon instructeur de karaté et ami. Non pas son collègue, non pas sa célébrité conneur, son instructeur, son ami. Les 2 mots qui définissaient la relation de Chuck Norris avec pratiquement toutes les personnes qui avaient passé du vrai temps en sa présence. Enseignant d'abord. Compagnon toujours. La famille de Bruce Lee ne publia pas de longues déclarations. Elle n'en avait pas besoin. Sur les réseaux sociaux, ils partagèrent une seule photographie. Chuck et Bruce, jeunes et vivants et souriants, 2 hommes au sommet absolu de ce que la condition physique humaine peut atteindre. Et en dessous, 3 mots. Repose en paix. Il existe des amitiés que le temps ne peut pas diminuer et que la mort ne peut pas clore. Celle de Chuck Norris et de Bruce Lee avait été forgée dans le langage privé de 2 combattants qui se comprenaient entièrement sur le tatami, dans la philosophie, dans la conviction commune que les arts martiaux n'avaient jamais été seulement une question de combat. C'était une question de devenir. Bruce Lee était parti depuis 1973. Maintenant, plus de 50 ans plus tard, sa famille se tenait au bord d'un autre adieu, regardant Chuck rejoindre le même silence avec la même dignité tranquille. Judson Mills, qui avait passé des années comme partenaire de Chuck sur le plateau de Walker, Texas Ranger, l'observant jour après jour, saison après saison, dans les rythmes peu glamour d'une longue production télévisuelle, offrit peut-être le portrait le plus complet de tous. Chuck était l'un de ces rares individus qui était vraiment l'icône qu'on avait fait de lui. Calme, humble, gentil, sage et doux. Un géant parmi les hommes qui, d'une certaine façon, vous mettait toujours parfaitement à l'aise, comme s'il était juste l'un d'entre vous. Un vrai gentleman dans tous les sens du terme. Un héros américain. Un géant qui vous mettait à l'aise. C'est la chose la plus difficile à être. Les figures les plus puissantes dans n'importe quelle salle ont tendance à la remplir de leur pouvoir, consciemment ou non. Chuck Norris, selon chaque personne qu'il côtoyait, dans la réalité quotidienne du travail et de l'amitié, faisait l'exact inverse.
Il rendait la salle plus petite, plus chaleureuse, plus navigable. Il vous donnait, d'une certaine façon, le sentiment que vous étiez exactement là où vous deviez être. Ce n'est pas une compétence qui s'apprend dans un cours de comédie ou se conçoit par un attaché de presse. C'est une qualité de caractère. Et le caractère, comme Chuck Norris le démontra sur 8 décennies d'existence, est le seul héritage qui perdure véritablement. Les hommages continuèrent tout au long de la journée et jusque dans la nuit. Politiciens et combattants, auteurs et athlètes, fans qui avaient grandi avec ses films et adolescents qui ne le connaissaient qu'à travers des mèmes. Tous cherchant la même vérité improbable que l'homme le plus robuste de la salle était aussi, en un sens, le plus bienveillant. Chuck Norris ne construisit pas son héritage dans des salles de réunion ou lors de cérémonies de remise de prix. Il le construisit de la façon dont il avait toujours tout construit, silencieusement, régulièrement, avec tout le poids de sa conviction derrière chaque choix. Il le construisit dans un dojo de Torrance en Californie, où un garçon timide de l'Oklahoma découvrit que la discipline pouvait transformer une vie. Il le construisit sur les tatamis de la base aérienne d'Osan en Corée du Sud, où un jeune aviateur trouva quelque chose qui définirait chaque décennie à venir. Il le construisit dans les cinémas à travers l'Amérique, où des millions de gens ordinaires regardaient un homme qui ressemblait à quelqu'un qu'ils auraient pu réellement connaître, non pas un fantasme, non pas un mythe. Un être humain, ancré, sérieux, véritablement capable de surmonter chaque obstacle placé devant lui. Il le construisit dans les salles de classe et les gymnases du Texas, où Kickstart Kids offrit à des dizaines de milliers de jeunes le même cadeau que la Corée lui avait donné. Non pas la gloire, non pas l'argent. La discipline, la concentration, les outils intérieurs pour bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il le construisit sur un ranch à l'extérieur de Houston, où il s'entraîna jusqu'à ses 80 ans, aima sa femme et ses enfants avec toute l'attention d'un homme qui comprenait que la présence est le cadeau le plus irremplaçable qu'une personne puisse offrir à une autre, et se réveilla chaque matin avec la foi qu'il avait portée depuis la pauvreté jusqu'à la vocation et qu'il n'avait jamais abandonnée. Et il le construisit improbablement et définitivement dans le langage numérique d'une génération qu'il n'avait jamais cherché à séduire, à travers des blagues qui firent rire le monde et qui, en riant, se souvint de son nom bien après que le générique de son dernier film se fut estompé. Carlos Ray Norris, né le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma. Décédé le 19 mars 2026 à Kauai, Hawaï. Laissant derrière lui sa femme Jenna, ses fils Mike, Eric et Dakota, ses filles Danily et Dana, et un monde mesurément plus silencieux en son absence. Les mêmes disaient que Chuck Norris ne meurt pas, qu'il décide simplement d'arrêter de se montrer. Pour une fois, la blague et la vérité sont la même chose. Il s'était montré chaque seul jour pendant 86 ans, sur le tatami, à l'écran, dans la communauté, dans la famille, dans la foi. Il s'était montré avec discipline, avec humilité, avec cette force tranquille et inébranlable qu'aucune caméra ne pouvait pleinement capturer et qu'aucun avis de décès ne peut pleinement contenir. La légende n'a pas besoin d'un coup de pied circulaire pour survivre à ce qui vient ensuite. Elle n'a besoin que de ce qu'elle a toujours eu. La vérité de l'homme derrière elle. Repose en paix, Chuck. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de cette profondeur. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez-la avec quelqu'un qui mérite d'entendre parler de ces hommes qui ont changé le monde en restant simplement ce qu'ils étaient. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que Chuck Norris représentait pour vous.